Bonjour et à tous. Je m'appelle Rukia Bakari et je suis chargée de programme Femmes et Sécurité ici à Gore Institute. Donc, donc de l'équipe de Gore Institute, je suis très heureuse de vous accueillir de notre quatrième numéro de série de webinaires APA. Nous vous remercions chaleureusement de vous être joints à nous pour cette importante rencontre en ligne. Comme vous le savez, ce mois-ci a été marqué par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème retenu par les Nations unies, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, à nous inviter à agir concrètement pour lever les obstacles à l'égalité des formes de justice, qu'il s'agisse des lois discriminatoires, d'une protection juridique insuffisante, des pratiques néfastes, ou encore des normes sociales qui entravent les droits des femmes et des filles. Et dans cette dynamique, le Gore Institute a jugé nécessaire d'axer le débat autour du thème droits des femmes et démocratie en Afrique, investi dans l'égalité pour renforcer la stabilité. Donc, le webinaire de cet après-midi a pour objectif d'ouvrir un espace de réflexion, des dialogues et des partages autour des défis et des opportunités auxquelles les femmes et les filles font face dans la construction et le renforcement des processus démocratiques. Et pour débattre cette question, nous avons avec nous trois éminents intervenants, à savoir professeur Ndeye Astou-Ndiaye, Madame Blandine Saint-Ondy et Madame Wore Ndiaye. Le programme se déroulera comme suit. J'ai déjà fait le mot de bienvenue et je vais introduire la modératrice. Après ça, on va dérouler le webinaire qui va, Madame Diane va modérer. Après, il y a l'intervention, questions et réponses et les discussions. Et après, on a un petit mot de clôture de remerciement. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter la modératrice de cette session, Madame Wore Ndiaye. C'est difficile à résumer le travail de Madame Wore. Elle est partie de notre femme ici à Gorée. Donc, elle est chez elle. Elle est avec nous. Donc, Madame Wore Ndiaye est une experte internationale en transformation des conflits et développement, spécialisée dans les domaines de la paix, sécurité, gouvernance, diplomatie, genre et inclusion sociale. Elle travaille particulièrement sur les liens entre développement, action humanitaire et changement climatique. Au Sénégal, elle a collaboré avec les plus grosses institutions et a contribué à des projets majeurs comme la valorisation du patrimoine des consommés, le développement de l'industrie de défense et la création des lycées nationaux. Il est également mis en place des plateformes pour les femmes et les jeunes afin de renforcer leur rôle dans la prévention des conflits et la défense de leurs droits. À son parcours inclut des collaborations avec des organisations internationales telles que les Nations Unies, les Saint Savers et encore la Fondation Frédéric Herbert. Elle s'est particulièrement illustrée à la tête de projet Droits et leadership des femmes, GLF social.
Franchement, elle est auteur et chercheur engagé sur les droits humains et les politiques publiques, avec notamment la publication de l'ouvrage Nous sommes coupables. J'ai donné la parole à Madame Bourré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rukia. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes consoeurs qui seront les panélistes principales pour le African Agora de cette journée, de cet après-midi. Bonjour à toute l'équipe du Gorée Institute, l'équipe que j'appelle ma 4e famille, entre autres. C'est vraiment un jour historique pour moi parce que ça fait exactement 10 ans, en mars 2016, que j'avais commencé à travailler au Gorée Institute. Et comme Rukia vient de le dire, je collaborais avec le Gorée Institute et j'occupais justement le poste de Rukia. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici pour faciliter cette rencontre très, très importante. C'est une rencontre historique et très importante aussi parce que ça nous permet de boucler le mois de la femme, le mois de mars en beauté, avec cette rencontre qui vient vraiment consolider toutes les rencontres et toutes les discussions qui sont tenues au fil de ce mois pour mettre en exergue réellement le rôle des femmes dans le développement, le rôle des femmes, entre autres, dans la transformation des conflits, dans la justice sociale, entre autres, et j'en passe. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, comme Rukia l'a si bien introduit, le thème c'est droits des femmes et démocratie en Afrique. Investir dans l'égalité pour renforcer la stabilité. Et dès que j'ai vu stabilité, j'ai compris absolument que le Gorée Institute parlait de la stabilité institutionnelle et de la sécurité humaine, qui est son rôle régalien et thématique autour de laquelle cette institution appuie la CEDEAO et l'Union africaine dans la mise en œuvre de leurs instruments. Et en parlant de la CEDEAO, on parle du cadre de prévention des conflits, document stratégique que le Gorée Institute continue de valoriser et auquel l'Institut, en tout cas, continue à contribuer. Aujourd'hui, nous allons vers des échanges, des discussions pour voir le lien entre l'égalité de genre, la gouvernance démocratique et la stabilité politique. Lorsqu'on parle de stabilité politique, nous avons en exergue la majeure partie des conflits qui se sont exacerbés depuis le début des années 90. Et l'on dit souvent que depuis le début des années 90, 70% des conflits sont en Afrique et 70% des conflits tournent autour des processus électoraux, avant, pendant ou juste après les élections. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle vraiment stratégique des femmes dans cette prise de décision. Et en parlant de leur rôle, nous allons vers la charte du Mandé, le Kurukanfuga. C'est vrai qu'en termes d'instruments, on commence souvent par la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948-1946 pour aller vers l'origine. Mais avant cela, on oublie souvent qu'il y avait la charte du Mandé. Et dans cette charte du Mandé, le Kurukanfuga de 1236, il avait été mentionné à l'article 16 que les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Je cite. Et la charte du Mandé disait aussi que les femmes devaient prendre part, en tout cas à travers les articles 14 et 15, dans toutes les initiatives, et disait d'ailleurs que cela s'inscrit pleinement dans l'organisation sociale et les mécanismes de régulation collective. Alors, pourquoi sommes-nous allés de la charte du Mandé qui avait donné un rôle ample aux femmes qui étaient des reines-mères, qui étaient des chefs de guerre, à une société aujourd'hui, en 2026, où il est très difficile justement d'avoir les femmes à la table de prise de décision. Il est très difficile d'avoir les femmes dans des rôles stratégiques dans les partis politiques, dans les décisions politiques et démocratiques, entre autres. Donc, je pense que c'est ce qui vaut cette discussion aujourd'hui, malgré la pléthore d'instruments que nous avons au niveau international, au niveau continental. On a cité l'agenda 2063, il y a d'autres instruments au niveau continental. Aujourd'hui, avec certains instruments stratégiques, dont celui que j'ai cité tout à l'heure,
le CPCC, le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO, pourquoi est-ce que les femmes peinent encore à jouer pleinement leur rôle dans les instances démocratiques et pour contribuer réellement à cette stabilité institutionnelle et donner vraiment à l'individu sa dignité humaine entière dont elle a besoin. Alors, pour cela, nous avons aujourd'hui deux panélistes qui vont étayer nos discussions. Il s'agit de Madame Sintonji Yaya Blandine, qui a été mentionnée tout à l'heure. Madame Sintonji est du Bénin, très honorée de l'avoir sur cette plateforme parce que j'ai beaucoup collaboré avec elle de par le passé. Elle est membre de plusieurs organisations, vraiment très active, membre de l'Association des femmes juristes du Bénin. Elle est membre du RESFECO, le réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace de la CEDEAO. Elle est membre du comité de pilotage de la plateforme électorale des organisations de la société civile au Bénin, toujours pour des élections libres, transparentes et sans violence. Membre du comité de suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325 par Femmes, Paix et Sécurité. Membre du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Membre du réseau des femmes défenseurs des droits humains, dont le siège est aussi basé à Lomé. Elle est membre de FemmeWise, qui est le réseau des femmes médiatrices qui a été mis en place par l'Union africaine. Entre autres, en tout cas, elle a joué sa partition dans les aspects juridiques, dans la formation des femmes et des jeunes sur les questions liées à la violence basée sur le genre, dans les processus électoraux, l'observation des élections, entre autres. Elle est la présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité, section Bénin. Pour ne citer que quelques-unes de ces casquettes. Vous verrez donc que nous avons une personne très à cheval sur la thématique de ce jour qui portera les discussions. Alors, nous allons poser deux questions à Madame Blandine Sintonji avant d'aller vers le professeur Ndeye Astou Ndiaye qui va aussi simultanément répondre à d'autres questions. Le professeur Ndeye Astou Ndiaye, à qui nous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme, est agrégée de sciences politiques, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop. Elle axe principalement ses recherches sur le terrain africain dans les domaines des politiques publiques, des féminismes, de la démocratie en Afrique, d'identité des savoirs, des modèles d'éducation en Afrique et du dialogue entre art et politique. Parallèlement à ses recherches, le professeur Ndeye Astou Ndiaye est auteur de romans, de nouvelles et de recueils de contes. Ses dernières publications scientifiques portent sur l'expertise dans les politiques de droits humains en Afrique, études comparatives sur les mutilations génitales au Sénégal et en Somalie, la présidentielle de 2024 au Sénégal, les entropies d'une démocratie par le bras, également la culture du secret dans l'administration au Sénégal ou encore l'exceptionnelle candidature féminine au présidentiel au Cameroun et au Sénégal. Où sont-elles? Où sont les femmes? Ce sont là certaines thématiques autour desquelles le professeur Ndiaye a versé ses réflexions et ses recherches. Alors, commençons par Madame Sintonji Blandine. La première question qui vous est adressée est la suivante, ou les deux premières questions qui vous sont adressées sont les suivantes. Quel est l'état actuel des droits des femmes dans les systèmes démocratiques africains et dans quelle mesure l'égalité de genre contribue-t-elle à la consolidation de la démocratie et de la stabilité politique? Madame Blandine, à vous, très honorée de vous retrouver sur cette plateforme. Bonjour Auré, moi aussi je suis très contente de te retrouver ici. Comme tu l'as dit, on a beaucoup collaboré, surtout au niveau du groupe de travail. Je salue tout le personnel et le directeur de l'Institut Gorée pour l'opportunité qui m'est donnée de prendre part à cette réunion en tant que panéliste. Je salue également toutes les participantes et tous les participants de ce panel. Merci pour la question posée. L'état actuel des droits des femmes dans les systèmes démocratiques africains. Comme vous le savez, beaucoup de pays africains ont ratifié des instruments régionaux et internationaux
Et nous pouvons citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons également le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo. Mais en dehors de ça, beaucoup de pays ont également des lois nationales qui protègent les droits des femmes. Et lorsque nous prenons ces instruments dont je parlais tantôt et les lois nationales, ils prônent l'égalité devant la loi. Mais est-ce que effectivement nous sommes égaux devant la loi aujourd'hui? Est-ce que hommes et femmes sont égaux devant la loi? Dans nos pays, c'est toujours le système patriarcal qui est de mise, c'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme, l'homme a tous les droits et la femme, ses droits, elle doit les négocier. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans les foyers, même si les lois reviennent sur cet aspect et disent que c'est la complémentarité dans le couple, aujourd'hui, l'homme est le chef de famille, on le sait, et c'est à lui que reviennent les décisions. Aujourd'hui également, le leadership a un visage féminin, a un visage masculin plutôt, a un visage masculin. Donc, c'est difficile pour la femme de jouir de ses droits au sein de nos communautés, dans nos pays aujourd'hui. Ces instruments prônent également la participation politique des femmes. Participation politique des femmes. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, les femmes ont beaucoup de difficultés sur le plan politique. Ce n'est pas facile pour la femme aujourd'hui d'être une femme politique parce qu'elle est d'abord traitée de tous les noms qu'on lui attribue. Il y a les stéréotypes. La femme est faite pour la maison, la politique, c'est la chose des hommes. Donc, c'est ce que beaucoup de gens disent. Oh, chez nous au Bénin, on vient de finir les élections, mais il y a très peu de femmes qui ont été élues. Les élections générales de 2011, c'était les élections législatives et les élections communales. Et je vais vous dire que nous avons seulement 5 femmes maires sur 77. Mais vous voyez que c'est un chiffre qui est très faible. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 28 femmes sur 109 députés. Mais avant les élections, les femmes sont sollicitées dans les partis politiques. C'est elles qui doivent participer à telle réunion. Mais quand vous prenez les instances de décision des partis politiques, il y a très peu de femmes qui sont dans les instances de décision des partis politiques. Et lorsqu'on doit leur attribuer des postes, c'est souvent la présidente des femmes, membre du comité d'organisation ou président du comité d'organisation. Ce sont ces genres de postes qu'on attribue aux femmes. Mais vous n'allez pas voir des femmes coordonnatrices de communes, coordonnatrices départementales, coordonnatrices nationales. C'est presque inexistant. Donc, les femmes ont vraiment beaucoup de problèmes au sein des partis politiques. Et pour se positionner également sur les listes de candidature, c'est beaucoup de problèmes parce que c'est les hommes qui sont en tête de liste et les femmes viennent en 3e, 4e ou 5e position. Les tests que je citais prônent également la protection des femmes contre les violences. Je sais que presque tous les pays aujourd'hui ont des lois qui luttent contre les violences faites aux femmes. Mais est-ce que ces tests sont vraiment mis en application? Aujourd'hui, au Bénin, on a créé l'Institut national de la femme et il y a également une nouvelle loi qui a été adoptée en 2021 sur les infractions commises à raison de sexe. Donc, avec l'Institut national de la femme, c'est une protection intégrale, une prise en charge intégrale des femmes victimes de violences. C'est-à-dire tout ce dont la femme victime de violence a besoin, l'Institut national de la femme est là pour les lui fournir. Nous avons également aujourd'hui les femmes qui ont le droit de voter. Bon, ça ne pose pas de problème.
Mais pour se présenter aux élections, comme je l'avais dit, c'est beaucoup de problèmes pour les femmes qui n'arrivent pas vraiment à émerger au sein des partis politiques et à être présentes dans les instances de prise de décision. C'est vrai, bon, on va revenir sur l'aspect de quotas. Certains pays l'ont mis en place. Donc, je pense qu'on va aborder ce problème après. Si nous prenons le second pan de la question qui m'est posée, c'est-à-dire dans quelle mesure l'égalité de genre contribue-t-elle à la consolidation de la démocratie et de la stabilité politique? Pour moi, les trois thématiques sont liées. Égalité de genre, consolidation de la démocratie et stabilité politique. Les trois thématiques sont vraiment liées. L'égalité, comme nous le savons, l'égalité de genre signifie que femmes et hommes ont les mêmes droits, les mêmes opportunités et doivent avoir accès aux ressources. Il y a également les décisions publiques qui sont plus représentatives lorsque l'égalité de genre est respectée et on constate également une diminution des tensions sociales lorsque l'égalité de genre est respectée. Quant à la démocratie, c'est vrai, c'est un régime politique où la souveraineté appartient au peuple, mais c'est aussi fait en sorte que la voix, les aspirations du peuple soient prises en compte. Et parmi ce peuple au Bénin, je peux vous dire qu'il y a plus de 52% de femmes. Et si les droits de ces 52% sont pris en compte et respectés, et que nous laissons de côté les autres considérations politiques parce qu'il y en a tellement, je pense que nous aurons des sociétés inclusives et pacifiques et donc une stabilité politique. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Blandine, pour ces différentes informations très importantes. Vous êtes beaucoup appesantie sur l'expérience du Bénin pour vraiment étayer ce sujet et vraiment nous dire la situation par rapport aux femmes, leur faible représentativité dans les mairies, à l'Assemblée nationale, entre autres, et les difficultés, en tout cas pour elles, de percer les instances décisionnelles au niveau politique. Merci beaucoup à vous pour ce tour. Nous allons ensuite donner la parole au professeur Ndiaye. Et professeur, en venant vraiment adresser les deux questions auxquelles vous allez répondre, ce serait bien également si vous pouvez prendre en compte les quatre piliers, les quatre pieds de la démocratie, à savoir le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, entre autres, hein, et le respect des libertés. Donc, la démocratie dans son ensemble. Alors, les questions que vous avez aujourd'hui, c'est quels sont les principaux obstacles à la participation politique des femmes en Afrique? Les politiques de quotas et les réformes institutionnelles ont-elles réellement amélioré la représentation des femmes dans les instances décisionnelles? Vous avez 10 minutes pour adresser ces deux questions. Merci beaucoup, professeur. Bienvenue, très honorée de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Diaye, merci beaucoup. Vous me recevez bien, j'espère? D'accord, merci beaucoup. Permettez-moi de remercier Gorée Institute pour cette invitation. Remercier Rokia pour l'initiative. Quand vous dites quels sont les principaux obstacles de la participation politique des femmes en Afrique, j'ai envie de dire que quand on voit la question comme ça, l'Afrique, on a l'impression que c'est une zone homogène, alors qu'en réalité, sur les terrains, on est en face de situations différentes dans la mesure où ce qui peut se passer en Afrique du Nord est totalement différent de la situation en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, etc., etc. Donc, juste pour dire que en réalité, on va parler d'Afrique, mais d'Afrique avec un S, donc Afrique au pluriel, avec des différences. On va généraliser un peu, mais
qu'on s'accorde sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'Afrique de façon générale, puisque les situations diffèrent. Ça, c'était la première chose. Et puis, surtout, quand on parle d'obstacles à la participation politique, aujourd'hui, les obstacles qu'on peut rencontrer en Afrique sont aussi les obstacles qu'on rencontrerait ailleurs, en Amérique latine, en Occident, etc. Et donc, dans cette problématique-là, concernant la participation politique des femmes, aujourd'hui, la situation n'est pas forcément quelque chose de spécifique au continent africain. Bref, on pourrait relever, par contre, partant de ce que vous aviez dit, c'est-à-dire vous êtes entré en la matière avec la charte du Mandé et la place justement que celle-ci offrait aux femmes, dont on peut discuter bien entendu, mais en tout cas, il y avait une certaine place importante accordée à cette catégorie humaine que sont les femmes. Donc, trois obstacles ou trois types d'obstacles majeurs. Moi, je parlerai des obstacles socioculturels d'abord, ensuite des obstacles économiques et puis enfin des obstacles institutionnels. On pourrait y rajouter les obstacles liés à la violence politique, mais ça va peut-être aussi dans les obstacles socioculturels. Faut voir que très souvent, quand on rentre dans les normes sociales en termes de représentation traditionnelle, il y a une sorte de masculinité du leadership politique. Donc, le leadership politique est masculinisé un peu partout dans le monde. En Afrique, bien entendu. Aujourd'hui, il y a juste à voir les chefs d'État africains. En termes de chiffres, et pourtant l'Afrique n'est pas à plaindre, on est à moins de 5%. Et dans ces 5%-là, quand on parle même, quand on reste même dans le vocabulaire politique, on parle de chef d'État, on parle de président de la République. Et à côté, c'est la première dame. Donc, ce qui veut dire que les rôles sont déjà situés socialement parlant. Quand il est question d'homme politique, c'est homme politique. Et puis, la femme à côté, c'est celle qui va lui servir, comme on dit toujours, à côté d'un homme, il y a toujours une femme, etc., etc. Donc, ce sont vraiment ces stéréotypes qui prennent d'emblée la participation politique des femmes et qui leur dit, voilà, votre place est à côté de l'homme politique et non pas en tant que politique nous-mêmes femmes. Donc ça, c'est vraiment en termes d'obstacles socioculturels, il y a ces limites qui sont posées. Mais autre chose, quand on flirte avec les obstacles économiques, on se rend compte rapidement que les campagnes électorales, par exemple, nécessitent des ressources financières qui sont très considérables, importantes. Et les plus pauvres en Afrique aujourd'hui, ce sont les femmes. C'est la catégorie des femmes. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un autre blocage qui vient s'installer, blocage qui a trait aux finances, qui a trait à l'économie. Donc, des blocages économiques qui font que les femmes sont appelées à rester entrepreneurs. Et encore, quand on parle de microcrédit, très souvent, on s'adresse à une catégorie féminine. Donc, c'est des micro-entrepreneuses, c'est des micro... on les loge vraiment dans le domaine du micro, qui n'a absolument rien à voir avec celui de la politique qui a tendance, en fait, à créer une sorte de leadership. Autre obstacle, institutionnel qui démarre avec les partis politiques. Au sein des partis politiques, on se rend très vite compte qu'il y a des commissions, et ça, c'est les partis politiques très souvent africaines, dans les partis politiques africains qu'on voit ce phénomène-là, le phénomène de commission féminine. Commission féminine où la femme est vraiment reléguée à un rôle d'animation politique.
animation politique, folklore, etc. Ce qui veut dire qu'en termes de décision, qu'en termes de bureau politique où se prennent les décisions du parti, les femmes sont d'emblée exclues. Exclues notamment par le fait que lorsqu'il y a des réunions, on sait qu'en politique, les décisions se prennent la nuit. On parle de politique et nocturne, donc c'est la nuit et ce sont des moments où les femmes n'ont pas la possibilité forcément d'assister à ces réunions en présentiel parce qu'elles sont mères, parce qu'elles sont épouses, parce que le mari ne veut pas qu'elles sortent. Donc il y a encore ce poids social qui les rattrape et qui rentre dans les obstacles institutionnels. Au-delà de cela, les partis politiques sont créés et en Afrique aussi, surtout en Afrique subsaharienne, on a ce phénomène-là où les hommes, en fait, où un homme crée son parti et est au devant de la scène de ce parti-là. Et quand on prend l'exemple aujourd'hui du Sénégal, on se rend compte que dès qu'on cite 3, 4 femmes politiques actuelles, on est appelé à chercher. On se dit, permettez-moi de citer quelques noms, oui, Aïssata Tall Sall, et puis après, d'un autre côté, oui, Anta Babacar, etc. Et puis on cherche. Alors que pour les femmes, pour les hommes qui sont secrétaire général de parti, président de parti, il y en a la tonne et le quintal. Et c'est comme ça que se positionne justement ce gap entre hommes-femmes qui crée des difficultés bloquant justement les femmes au niveau même des partis politiques avant même d'accéder au niveau autre, à un niveau supérieur, c'est-à-dire celui d'élection, celui d'être président ou d'être au niveau des parlements. Ce qui me ramène à ce que vous avez dit par rapport à la démocratie, avec notamment les différents pouvoirs, au niveau du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, regardons le Sénégal en termes de représentation dans le gouvernement. On est à 4 femmes, pas plus, sur X nombre de comment s'appelle, de ministres du gouvernement. Donc, on a plus de 20 ministres, on est, je pense, à 30 et quelques, et puis 4 femmes. 4 femmes, oui, qui occupent des postes justice, pêche, femmes, comme d'habitude, et même femmes n'existent plus, donc famille, et puis action sociale, etc. Et le reste, sport, jeunesse, et puis le reste, tous les autres postes clés sont occupés par des hommes. Je compte pas le porte-parole du gouvernement actuellement. Mais au-delà de ces choses-là, on rentre maintenant dans ce qu'est le Parlement, et ce qui me ramène à toucher le problème des quotas. Le Parlement au Sénégal aujourd'hui, pour ne pas dire l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit d'une chambre unique. Au niveau de l'Assemblée nationale, on est à 44%. 44% de députés femmes, alors qu'on devrait être à 50%, dans la mesure où on a une loi sur la parité. Et ce qui crée ce blocage-là d'emblée, c'est parce que la loi indique qu'il faut un homme d'abord, ensuite une femme. Un homme, une femme. Et vu aujourd'hui le mode de suffrage, forcément, à un moment ou à un autre, on va avoir un homme, 2 hommes, et puis une femme. Là où il n'y a qu'une possibilité d'avoir un député, ce sera un homme et non pas une femme. Et à partir de ce moment, on va rester avec ce gap-là. Donc, on pourra jamais atteindre les 50% avec cette loi sur la parité, même si il y a eu vraiment un effort considérable qui a été fait depuis l'établissement de la loi sur la parité. Donc, en termes de quotas, en termes de réforme institutionnelle, effectivement, il y a une amélioration. Donc, s'agissant du Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda, on n'en parle pas. On préfère parler de l'Afrique très souvent aussi comme étant un cas
à part. Mais pour cette fois-ci, par exemple, pour ce qui est du Sénégal, pour ce qui est de l'Afrique du Sud, pour ce qui est de la Namibie, du Rwanda, ce sont des cas qu'il faudrait quand même citer malgré le retard qu'il y a. Le Rwanda est aujourd'hui le premier pays où on enregistre le plus de représentants femmes au monde, avec 60% de femmes au Parlement. Ça, il faut qu'on le dise. C'est pas du tout la Suède, c'est pas des pays du Nord, c'est le Rwanda. Et c'est un effort qui a été fait, même si d'aucuns chercheraient à l'expliquer autrement en rappelant l'histoire tragique de ce pays-là. Autre, c'est 60%, 40%, 44% qu'on a au Sénégal, l'Afrique du Sud aussi, et à peu près à ces zones-là. Et c'est pas à négliger. Mais ce qu'il y a lieu aussi de dire, c'est que au-delà de la représentation, il faudrait aussi qu'on mette l'accent sur la qualité de la représentation. 60% au Rwanda, 44% au Sénégal, 37% en Afrique du Sud, etc. Mais est-ce que la qualité y est? Est-ce qu'il y a la formation qui va avec? Est-ce qu'il faudrait augmenter le nombre de représentants de femmes dans les parlements, dans l'exécutif, etc., juste pour l'augmenter, ou bien est-ce qu'il faudrait aussi avoir de la qualité? C'est là où il y a un point d'interrogation. Et les quotas doivent aussi être accompagnés de réformes plus larges. Par exemple, ici au Sénégal, j'insiste sur cette chose-là, il y a une loi sur la parité, mais la parité n'est pas totale au Sénégal. Il y a des zones où cette parité n'est pas du tout respectée pour des questions religieuses ou pour des questions autres, en tout cas socio-culturelles qu'on pourrait citer et qui pourraient freiner justement être un frein pour la parité au Sénégal. Transformer aussi les cultures institutionnelles, les transformer comment? En mettant en place justement au-delà des lois, des systèmes qui permettraient d'office aux femmes de pouvoir participer pleinement au niveau politique et d'occuper certains postes, notamment en revenant sur les questions, en discutant de plus en plus sur les questions de réunions politiques qui se tiennent la nuit, de création de partis politiques qui revient systématiquement de droit à un homme parce qu'ils sont beaucoup plus aisés en termes de finances, ils sont beaucoup plus préparés à être chef de parti, etc., etc. Donc c'est aujourd'hui des blocages qu'on a encore, malgré les améliorations qui sont là et qui sont très très enviables si on fait une comparaison en Afrique déjà au niveau interne et puis entre l'Afrique et d'autres continents, y compris par exemple la France qu'on cite très souvent. Excusez-moi si j'ai dépassé les 3 minutes. C'est bon, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense que vous avez été exhaustive. Hein? Vous avez touché certains coins et recoins qui nécessitaient qu'on y aille. Vous avez vraiment aussi donné l'exemple par rapport à un certain nombre de pays pour sortir un peu de l'Afrique de l'Ouest en parlant de la Namibie, de l'Afrique du Sud, entre autres pays dont vous avez noté les bonnes pratiques dont il faudrait s'inspirer. Merci d'être revenu un peu sur l'homogénéité des réalités en Afrique, mais avec les particularités d'un pays à un autre, et surtout d'avoir parlé des stéréotypes à déconstruire, ce qui ramène vers les points que Madame Sintonji a mentionné tout à l'heure, ces aspects liés au patriarcat et normes socio-culturelles qui limitent la femme dans son rôle. Et surtout, vous avez mis l'accent sur les réformes plus larges qu'il faut initier pour améliorer vraiment cette situation. Je pense que ça pourra faire l'objet d'amples discussions plus tard pour qu'on aille vers les recommandations. Je pense que ce sera très, très intéressant si on va vers ces recommandations-là. Merci beaucoup, professeur. Alors, Madame Sintonji, Blandine, nous allons venir vers vous pour l'avant-dernière session de questions ou série de questions. Comment renforcer le leadership des femmes dans les sphères politiques, économiques et sociales? Et quel rôle les organisations de la société civile, les institutions publiques et les partenaires internationaux peuvent-ils jouer dans la promotion de l'égalité de genre? À vous, Blandine.
Merci beaucoup. Comment renforcer le leadership des femmes dans la sphère politique, économique et sociale? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas attendre que les filles deviennent des adultes avant de commencer à les former, à les briefer sur ce qu'est le leadership. Donc, depuis l'école primaire ou le collège, il faut encourager les filles à être membres des bureaux de leur classe. Parce que souvent, ce sont les hommes qui sont devant, qui sont présidents de bureau de telle classe. Donc, il faut encourager aussi les filles à être membres des bureaux de leur classe. Il faut encourager les filles dès le bas âge à prendre la parole. Et ça revient aux parents. Parce qu'il y a certains parents qui sont tellement durs envers les enfants, surtout les filles, si bien qu'elles n'arrivent pas à se rapprocher d'eux pour leur parler, pour leur exposer des problèmes ou ce qu'elles vivent. Elles sont renfermées sur elles-mêmes. Donc moi, je pense que depuis le bas âge, il faut commencer à renforcer le leadership des filles en étant ouvert vis-à-vis d'elles afin qu'elles puissent échanger, discuter avec nous comme si nous étions des amis. Donc, il faut également encourager les filles à se mettre devant pour la mise en œuvre d'activités scolaires. Je pense que c'est important aussi. Il faut encourager les femmes, dès qu'elles sont adultes, à être membres d'associations de femmes qui constituent des espaces d'échange et de prise de parole. Parce que quand vous voyez les associations des femmes, elles ont des temps, elles ont des périodes pour se regrouper, pour échanger sur des sujets donnés. Et là, on a vraiment l'occasion de prendre la parole devant elles, même si le public n'est pas très grand, c'est quand même une occasion pour elles de discuter, de parler, de donner leur point de vue. Je pense que c'est très important aussi. Il faut former les femmes sur le leadership. Ça ne se fait pas souvent, mais il faut former les femmes sur le leadership et mener des activités de leadership avec elles. Pendant ces formations, faire des jeux de rôle pour que les femmes prennent la parole devant le public, etc. Ce que je pense aussi, c'est qu'il faut organiser, ça se fait déjà, organiser des concours des meilleures oratrices communautaires, parce que lorsqu'on parle des concours de meilleurs orateurs, c'est souvent pour les intellectuels. Et moi, je pense qu'on peut également organiser ces concours au profit des femmes rurales. Nous, on l'a déjà fait et c'est très intéressant. Vous allez voir la femme plancher devant un public. C'est très intéressant et chacune veut gagner, veut avoir les prix qui sont disponibles. Donc, moi, je pense qu'en passant par là également, on peut renforcer le leadership des femmes. Il faut former les femmes. Aujourd'hui, vous savez, dans presque tous les pays de l'Afrique, il y a aujourd'hui des écoles politiques où l'on forme les jeunes filles, les jeunes femmes aspirantes à la politique. Et au niveau du Bénin, nous avons le RESFECO Bénin a mis en œuvre un projet du programme d'appui à l'égalité de genre qui est financé par la coopération suisse, où nous avons organisé une série de formations pour les femmes politiques. Parce que pour être bénéficiaire de ce projet, il faut être forcément dans un parti politique. Donc, pour ces femmes, nous avons organisé 4 séries de formations. La première formation portait sur le leadership et l'engagement politique. Le second module porte sur la prise de parole dans les espaces publics, politiques et médiatiques. Et le troisième module porte sur la conciliation des vies familiales, professionnelles et politiques. Parce que les femmes vivent un problème lorsqu'elles sont dans un foyer et qu'elles ont des enfants à bas âge. C'est vraiment difficile pour elles de faire de la politique parce qu'il faut concilier les 3 vies. Et si elle n'a pas les astuces qu'il faut, les outils et les connaissances, elle ne pourra pas concilier ces 3 vies. Ça va être très difficile pour elle. Donc, raison pour laquelle nous avons organisé cette formation pour montrer aux femmes, leur donner les outils, les connaissances nécessaires
pour la conciliation de ces trois vies. Il faut également coacher les femmes politiques. Je pense que c'est aussi important, coacher les femmes politiques. Et à travers ce projet, nous avons recruté 3 types de coachs, c'est-à-dire coach politique, coach éthique et morale, coach communication et médias. Parce que la femme politique doit aller à la radio pour parler, elle doit aller à la télévision, elle doit exprimer son point de vue, défendre son parti, défendre ses idées. Donc, par rapport à ça, elle doit savoir prendre la parole dans les espaces médiatiques. On a également abordé le volet économique et familial, donc coaching économique et familial. Je pense, et c'est très important, qu'il faut une loi sur la parité ou tout au moins des quotas pour les femmes. Si nous avons aujourd'hui 28 femmes à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a une discrimination positive au niveau de notre Constitution en son article 26. Et ensuite, une disposition dans le code électoral qui dit clairement qu'on doit absolument avoir une femme par circonscription électorale. Nous avons 24 circonscriptions électorales, raison pour laquelle nous avons 28 députés. Mais le problème qui est là aujourd'hui, dès que cette loi est sortie, les hommes ne veulent plus positionner les femmes en bonne place, c'est-à-dire que cette place qui est réservée aux femmes, ils s'en tiennent à ça. Et ça aussi, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, on a 28 femmes à l'Assemblée à cause de cette discrimination positive. Je pense qu'il faut penser également au financement public des candidatures féminines. Ça va encourager les femmes parce que par manque de moyens, beaucoup de femmes ne veulent pas aller en politique. Donc, s'il y a un financement public pour elles, je pense que ça va beaucoup les aider à émerger en politique. Au niveau des partis politiques, ils ont des tests. Et dans beaucoup de pays, c'est 30% de places réservées aux femmes. Mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est vraiment pas appliqué. Quand vous prenez les instances de décision des partis politiques, vous n'avez pas 30% de femmes. Quand vous prenez les listes de candidatures, non seulement vous n'avez pas 30% de femmes, mais ce sont les hommes qui sont en tête, qui sont deuxièmes. Et comme je l'avais dit, on retrouve les femmes au niveau du 3e, 4e, 5e rang. Donc, c'est important que les partis politiques respectent eux-mêmes les tests qui se sont donnés. Il faut former et accompagner les femmes politiques pour leur visibilité également. Mener des actions à ce niveau pour rendre les femmes politiques visibles. Raison pour laquelle dans notre projet, il a été prévu des micro-projets pour les femmes et ça a permis vraiment leur visibilité au sein de leur communauté. Parce que les populations sont sorties pour les regarder, pour les écouter et ont su que celle-ci, elle fait de la politique. Je pense que c'est important aussi. Maintenant, par rapport au rôle... D'accord. Blandine? Oui. Oui, quand vous parliez, j'ai cru que vous l'aviez adressé, surtout lorsque vous avez parlé du financement public des femmes et la formation pour leur visibilité. J'ai cru que vous adressiez cette deuxième question parce qu'en réalité, vous avez atteint les 10 minutes qui vous sont allouées. Voilà, donc prenez quand même 1 minute pour ramasser votre dernière idée. Voilà. D'accord. Moi, les ONG doivent rechercher des financements pour travailler à la participation politique des femmes. Et au niveau des institutions politiques, il faut que les femmes soient associées à l'élaboration des politiques publiques et que les gouvernements les fassent participer aux instances de prise de décision. Donc, voilà ce que j'allais compléter pour vous. Merci. Et au PTF de financer ces actions, tout simplement. D'accord, parfait. Donc, vous êtes revenu sur le rôle des institutions publiques, des partenaires internationaux et de la société civile, entre autres, en puisant sur l'expérience du RESFECO au niveau du Bénin
pour accompagner les femmes. Merci d'être revenu également sur l'encadrement qu'il faut commencer dès le bas âge pour les jeunes femmes, les jeunes filles dès l'école et tout ce que vous êtes en train de faire en tout cas au niveau du RESFECO pour l'accompagnement de ces femmes. Et le financement public, très important. Tout à l'heure, vous avez parlé des écoles politiques. Au Sénégal, on les appelle l'école du parti. Donc, le parti lui-même doit renforcer les capacités des membres pour qu'ils puissent mieux connaître l'idéologie du parti, savoir comment le représenter, entre autres. Il faut un quota, oui, tout à l'heure, le professeur Ndiaye a parlé de qualité aussi. Je pense que vous allez vous compléter quelque part. Quota, oui, mais quota de qualité, il faudra aussi qu'on ait des femmes de qualité pour être dans les instances politiques. Merci beaucoup à vous, Blandine, pour vraiment avoir puisé dans vos expériences. Alors, enfin, la dernière série de questions, professeur Ndiaye. Il est en ce moment 15h22. Nous vous donnons 10 minutes. Cela nous permettra d'avoir environ 25 minutes pour les discussions. Comment faire de l'investissement dans les droits des femmes un élément stratégique pour la paix et la stabilité en Afrique? Et quelles recommandations pour accélérer l'inclusion des femmes dans les processus démocratiques et la gouvernance? Professeur, à vous. Merci beaucoup, Madame Diaye. Je vais juste partir sur quelques chiffres, en fait, entre 90 et 2017. Faut voir qu'on a eu 2% de médiateurs, 2% de femmes dans les médiations, 8% dans les négociations, 5% aussi de femmes dans les signatures d'accords de paix. Et ça, ce sont des chiffres qui nous montrent d'emblée, en réalité, la faiblesse du taux de participation des femmes dans tout ce qui est inclusion massive dans les processus de paix. Donc, une fois ceci fait, donc je reviendrai sur cette question, comment faire de l'investissement dans les droits des femmes un levier stratégique pour la paix. Faut voir qu'en fait, l'investissement dans les droits des femmes doit aujourd'hui être considéré comme une stratégie de développement. Une stratégie de développement, une stratégie de gouvernance qui passe par des politiques publiques et pas seulement être considérée comme une question sociale. Parce que très souvent, tout ce qui touche aux femmes, tout ce qui touche à certaines catégories, c'est considéré comme une question sociale. Et ces questions sociales-là ne sont pas forcément au centre des priorités gouvernementales, au centre des priorités de certaines organisations. Parce qu'il est question, c'est parce qu'il s'agit de questions sociales, donc de questions dont il faut se souvenir sans pour autant en faire la priorité. Mais seulement les recherches aujourd'hui qu'on fait, et notamment des chiffres, je pense que vous-même, comme Madame Blandine, êtes plus à même que moi d'en parler. Beaucoup de recherches d'organisations internationales, mais aussi de recherches scientifiques, montrent que les sociétés qui investissent dans l'éducation, dans la santé, dans l'autonomisation économique des femmes, sans pour autant rester dans le cycle du micro, présentent de meilleurs indicateurs de stabilité politique, de développement humain, mais aussi de sécurité humaine dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc le fait d'intégrer les femmes dans les processus de gouvernance permet en même temps de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de réduire les risques de conflit. Il s'agit aussi de mettre l'accent sur les données internationales qui aujourd'hui sont convergentes. Donc la participation des femmes au processus de paix augmente, j'avais parlé tout à l'heure de 2%, augmente de 20% la probabilité qu'un accord tienne au moins 2 ans. Donc, quand plus on a de femmes, plus on a des chances que les accords signés tiennent au moins 2 ans. Et 35% de la probabilité qu'il dure 15 ans, donc qu'on passe de 2 à 15 ans.
Et les accords maintenant incluant les femmes sont aujourd'hui 64% selon les chiffres de UN Women, 64% moins susceptibles d'échouer. Donc il y a de quoi aujourd'hui investir, il y a de quoi aujourd'hui investir sur cette participation-là des femmes dans la stratégie pour la paix, dans la stratégie pour la stabilité, sachant que l'Afrique en a besoin. Vu ce qui se passe depuis les années 2020, 2021 en termes de crise politique notamment, avec des coups d'État, avec des guerres interethniques, le cas du Soudan est là, le cas du Congo, etc., et beaucoup d'autres cas qu'on peut citer, et qui aurait pu permettre peut-être à certaines femmes de prendre des positions claires et participer pleinement à cette dynamique de paix, à cette dynamique de recherche de stabilité. L'inclusion aussi des femmes dans les accords de paix peut, on le sait bien, réduire les conflits jusqu'à 37%. Et donc, il y a de quoi, encore une fois, investir dans les droits des femmes et notamment dans la participation des femmes dans les questions de résolution de conflits. On peut aussi mettre l'accent sur l'égalité de genre, donc l'égalité de genre qui est un prédicteur de paix. Les recherches aujourd'hui scientifiques notamment permettent de mettre l'accent sur l'égalité de genre qui est le premier prédicteur de paix. Prédicteur de paix dans la mesure où premier prédicteur de paix dans la mesure où la richesse, même la démocratie dont on parle beaucoup, la démocratie n'arrive pas du tout à ce niveau-là par rapport à l'égalité de genre. Et aujourd'hui, pour parler de démocratie, l'égalité de genre y est centrale. On ne peut pas parler de démocratie lorsqu'il y a des élections qui sont organisées de façon régulière, lorsqu'il y a une certaine stabilité politique, etc., etc. La démocratie aujourd'hui est totalement liée à ce qu'on appelle l'égalité de genre, à la centralité des femmes dans cette dynamique de démocratisation. Autrement dit, des sociétés plus égalitaires ont moins de chances de verser dans la violence, d'utiliser cette violence-là comme arme, mais aussi de l'utiliser comme aujourd'hui outil de vie au quotidien. En termes de lecture politique, ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y a une nécessité d'investir dans les femmes, investir dans la prévention des conflits. Et comme Madame Blandine l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cet investissement-là, c'est pas forcément sur les femmes, mais ça devrait commencer avec les filles au plus bas âge et aller par la suite vers les femmes qu'on pourrait former de façon un peu plus ouverte, former aussi de façon un peu plus utile à leur société en évitant toujours ces formes de stigmatisation. On forme des femmes et en faire des slogans. Éviter tout ce qui est slogan. C'est-à-dire considérer la catégorie femme comme une catégorie comme les autres, mais aussi se dire que ces femmes-là ont besoin, comme l'autre pan de la société, c'est-à-dire les hommes, d'une formation équitable qui leur permettrait d'aller de l'avant. Mais encore une fois, je le répète, outre ces formations, outre ces lois, il faudrait que les sociétés aussi se mettent à changer, et pour cela, il faut une forte envie des politiques aujourd'hui de pouvoir mettre en place des stratégies permettant à ces femmes-là de pouvoir s'en sortir. Donc, il y a une volonté politique plus qu'autre chose aussi à mettre en avant, qui pourrait faire bouger les lignes socioculturelles et les obstacles socioculturels dont on a parlé tout au début. Donc, aujourd'hui, vraiment, on se rend compte que quand il y a 30 millions de femmes en Afrique qui vivent dans l'extrême pauvreté, il faudrait faire quelque chose dans la mesure où il y a une nécessité pour ces femmes-là de participer pleinement, au-delà d'une participation politique pleine, de participer pleinement à ce qui peut toucher
au niveau même communautaire, les sociétés dans lesquelles elles vivent, en termes de conflits, etc., etc. Voyons aujourd'hui au Sénégal le rôle que jouent les Badianougor. C'est un rôle peut-être qu'on pourrait juger minime, mais qui, à l'échelle nationale, peut être considérable. Et il y a de quoi aujourd'hui investir dans ces Badianougor-là, au point d'aller au-delà, de savoir quel rôle elles peuvent jouer lorsqu'on est en période d'instabilité politique, par exemple, lorsqu'on est en période de crise, et au-delà du Sénégal, ailleurs, au Bénin, au Burkina Faso, etc. Ces mêmes femmes, sans pour autant être des Badianougor, jouent ces rôles-là au niveau communautaire. Et donc, aller descendre au niveau de l'échelle, au plus bas niveau de l'échelle, pour voir les rôles que jouent les femmes là dans les zones rurales serait aussi une priorité pour une meilleure gestion de ces conflits, mais aussi pour pour un meilleur pas vers des sociétés vivant en paix, vivant dans une stabilité et pourquoi pas dans une démocratie un peu plus ouverte. Donc, il y a plusieurs recommandations qu'on peut faire en termes de renforcement des cadres juridiques aussi. On en a parlé, la mise en œuvre des politiques publiques qui favorisent l'autonomisation économique des femmes. Et encore une fois, personnellement, j'opte pour une autonomisation des femmes pleines qui ne s'arrêteraient pas dans une dimension micro. Et on pourrait aller dans le soutien des programmes de formation, etc., etc. Mais je pense que j'ai fini mes 10 minutes. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Vous avez été très convaincante en revenant sur la valeur ajoutée d'avoir des femmes dans les processus de paix, dans les mécanismes de médiation. Et je pense que vous avez été très convaincante à ce niveau-là. Vous êtes revenue sur le vivre ensemble. Je pense que tout ce que vous avez dit sur l'égalité de genre, l'équité dans la manière dont la cité est gérée, mène à ce vivre ensemble-là. Je pense que de plus en plus en Amérique latine, ils parlent de vivre ensemble. Il faudrait un meilleur vivre ensemble pour s'assurer qu'il y ait la paix et la stabilité au sein de nos communautés. Et l'une des recommandations que vous avez fait ressortir, c'est le rôle des Badianougor qui pourrait être répliqué, en tout cas dans d'autres communautés, ou peut-être qu'on pourrait voir qu'est-ce qui existe dans d'autres communautés similaires au rôle que les Badianougor ont dans notre société au niveau communautaire pour contribuer à la cohésion sociale. Enfin, l'autonomisation économique des femmes, ça revient de plus en plus. Rien de micro chez les femmes, il faudrait les capacités, les renforcer leur pouvoir économique pour qu'elles puissent contribuer pleinement au rôle de la cité et qu'elles peuvent jouer dans la cité et bien entendu jouer le rôle également dans les sphères politiques. Nous allons ouvrir pour les questions. Nous pouvons prendre environ 20 minutes, 10 minutes pour les questions, 10 minutes pour que nos présentateurs ou présentatrices puissent répondre à ces questions-là. J'ai vu quelques mains qui sont levées. Nous allons commencer par Séverin qui avait la main levée depuis plus de 30 minutes. Je me suis dit, mais est-ce que Séverin veut intervenir pour nous dire qu'on est sur la mauvaise route ou bien c'était que Séverin voulait intervenir très tôt et a levé la main au prime abord. Donc, Séverin, à vous, vous avez 2 minutes pour pouvoir vous exprimer. Merci. Alors, nous ne vous entendons pas. Si vous pouvez aussi ouvrir votre vidéo pour qu'on puisse vous voir. Si possible, hein. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. OK. Alors, nous n'entendons toujours pas Séverin. Peut-être qu'on pourra revenir. Il y a une deuxième main qui est levée. C'est Bintou Karine Ouedraogo. Oui, Séverin, un instant, Bintou. Séverin, allez-y, essayez de voir. Alors, madame, j'espère que vous avez dit votre numéro de téléphone. Je ne vous entends pas bien. Je ne suis pas sûre si je suis la seule. Rukia, est-ce que tu l'entends bien de là où tu es?
Non, ok. Séverin, essayez de parler encore, sinon on va aller faire Bintou et revenir vers vous. Ok, ça ne va toujours pas. Bintou, à vous, en attendant que Séverin revienne. Sinon, Séverin, vous pouvez mettre votre question dans le chat. Bintou, à vous. Oui, c'est très faible. Pour économiser du temps, si vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Bintou Karine Ouedraogo. C'est bon maintenant. J'avais un souci avec mon micro. Parfait, Bintou, allez-y, nous vous entendons très bien. Je suis dans une zone un peu turbulente, donc voilà, je ne peux pas utiliser ma caméra. Je m'excuse déjà pour cela. Il n'y a pas de problème. Ma question est un peu spécifique, mais d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce temps de discussion. Voilà pour le thème. Je suis Bintou Karine Ouedraogo et doctorante par ailleurs en sciences économiques à l'université Thomas Sankara au Burkina Faso. Je travaille sur l'instabilité politique. Donc, ce thème vraiment était pertinent pour moi et je tenais à participer. Ma question est spécifique à la situation de la Côte d'Ivoire. On a remarqué que les congés de maternité pour les femmes sont passés de 3 à 6 mois depuis mars 2025. Et ma question est de savoir, n'est-ce pas une politique qui éloigne davantage les femmes dans la sphère décisionnelle, d'autant plus que cette politique est susceptible de réduire l'employabilité des femmes, leur efficacité, sous prétexte d'une manque d'efficacité. Merci. Merci beaucoup, Bintou. Je pense que la question est claire. Nous allons aller vers Lamoussa Seydou, Lankwande. Bonsoir à tout le monde, vous m'entendez, j'espère. Oui, nous vous entendons très bien. Merci beaucoup et merci à nos deux panélistes qu'on a pris du plaisir en tout cas à écouter. Ma première question est à l'endroit de Madame Setonji. Donc, à l'entame de votre intervention, vous avez fait un résumé sur le nombre de femmes en fait élues au Bénin aux dernières élections municipales et législatives. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur le nombre de femmes, la représentativité des femmes sur les listes électorales durant ces élections-là? Parce qu'on risque de ne pas bien comprendre l'analyse si on n'a pas en fait des informations avant, c'est-à-dire sur les listes électorales et après au niveau des élections. Parce qu'il peut s'agir d'un problème aussi de capacité aussi à se faire élire, comme il peut s'agir d'une question de représentativité même sur les listes électorales. À l'endroit de professeur Ndiaye, j'ai encore le plaisir une fois de plus d'écouter. C'est la question des femmes dirigeantes de partis politiques. Donc, vous avez dit tantôt que il était rare de voir des femmes dirigeantes de partis politiques. Vous avez soulevé la question financière comme une grande difficulté justement pour les femmes d'avoir leur propre parti politique. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu au-delà de ça. Est-ce que selon vous, la question financière est la question, le problème principal? Parce que quand on regarde dans nos différents pays, en fait, la majorité des partis politiques ont un problème financier. Est-ce que, justement, au niveau des femmes, qu'est-ce qui empêche les femmes, justement, de porter des partis politiques? Et une dernière question, on a tendance à dire dans nos coutumes, en fait, qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Aujourd'hui, on a des femmes qui, d'un côté, luttent pour pouvoir avoir une meilleure participation dans la vie politique, et de l'autre côté, on a aussi des jeunes. Comment aujourd'hui, selon vous, on peut fédérer les efforts des femmes et des jeunes pour plus d'efficacité en fait dans ces revendications? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces très pertinentes questions, Monsieur Lamoussa. Nous allons prendre deux autres questions. C'est Merveille. Merveille à vous. Très heureuse de vous revoir. Merveille, allez-y. Merveille? Ok, Ndeye Awadjian. Merveille, mettez votre question dans le chat, s'il vous plaît. Ndeye Awadjian. Ok, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, je suis Madame Dey Awadien, présidente du Réseau international des femmes pour la solidarité et l'entraide. Je suis présidente de la commission sociale REPECTES et femmes élues au niveau des HLM. Je remercie vraiment les panélistes pour la clarté de leur intervention, de leur exposé. Madame Mandé Asungay, ma sœur, je te félicite davantage. Moi, je voudrais participer. Je remercie Gorée Institut qui nous a vraiment aidé d'avoir cet espace pour au moins échanger par rapport au genre et démocratie. Moi, j'ai une proposition, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas avoir une obligation de parité lors des nominations présidentielles dans les PCA, ministères et DG, appuyer l'élaboration des programmes politiques collectifs, par exemple, par la tenue de convention nationale des femmes au minimum 12 mois avant le scrutin national, publicité gratuite dans les médias en faveur des femmes, temps de parole équitable imposé dans les partis politiques lors de la campagne électorale. Et quota enfin de femmes en situation d'éligibilité lors d'élections locales et nationales. Merci infiniment. Et nous remercions le docteur Doudiga et nous attendons vraiment les formations. Nous comptons beaucoup sur le Gorée Institut pour la formation des femmes. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, Madame Dey Awadien, pour votre pertinente intervention. Nous avons encore Merveille qui a la main levée et enfin, nous avons Daniel, Wadouma Daniel. Donc, Merveille, est-ce que ça va mieux avec votre micro pour l'instant? OK, le micro a un souci. Mettez votre question dans le chat et Daniel, Wadouma Daniel, à vous. Et bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons très bien. Ok, je suis Wadouma Danielda depuis le Burkina Faso. Acteur d'anciens partis politiques, comme maintenant il n'y a plus de partis politiques chez nous. Voilà. Je dis merci à Gorée Institut pour ce programme, pour cet agora qui est fort intéressant. Merci aussi aux deux panélistes. Et nous avons vraiment savouré un peu tout ce qu'elles avaient concocté pour nous et nous avons beaucoup apprécié. Et à l'entament de l'agora, vous êtes revenu un peu sur des faits historiques en parlant de l'accord de Kouroukafuga qui donnait de la place à la femme. Maintenant, la question que j'ai à poser, pourquoi maintenant la femme a perdu cette place qu'elle avait si importante dans nos cultures? Est-ce que la colonisation est venue faire perdre à la femme sa place qu'elle doit? Ou bien les gens aussi ont profité de cela pour aussi mettre la femme à la place qui n'est pas pour elle? Voilà. Et en même temps, sur ce même point aussi, ce que j'avais à dire, même, bon, j'ai entendu, je ne sais pas si je me rappelle bien, ça doit être la première panéliste qui parlait un peu du patriarcat. J'ai remarqué, moi, je suis d'une société où le matriarcat est beaucoup développé. Même dans nos sociétés, on remarque que maintenant, la femme n'a plus la place qu'il faut. Et ce que j'allais ajouter peut-être comme solution à toutes ces interventions, c'est de travailler aussi à ce que même nous fassions même un retour à nos sources. Parce que beaucoup d'Africains pensent que la question du patriarcat est la question qui c'est le mieux. Là où il y avait le matriarcat, pourquoi il y avait le matriarcat? Si nous comprenons pourquoi il y avait le matriarcat, nous allons comprendre vraiment de la place qu'il faut, de la place de la femme vraiment qu'il faut dans nos sociétés. Comme le disait un de nos anciens, quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas la nuit qui porte conseil, c'est la femme qui porte conseil à l'homme la nuit. Voilà. Mais maintenant, pourquoi la femme n'a plus cette place-là? Voilà. Je sais pas si, bon, moi j'ai quelques questions que j'ai pu exposer, mais je sais pas s'il y a d'autres intervenants aussi qui veulent aussi venir aussi. Parce que je trouve que c'est un point très essentiel et si on arrive à poser vraiment, à aller au-delà de ça, ça va faire, on aura plus de regains et on aura plus de place que les gens vont donner à la femme. Parce que si la femme comprend pourquoi elle avait cette place, si la société comprend pourquoi la femme avait cette place-là, il en va de soi que ceux qui sont un peu trop extrémistes
vont donner encore plus de la place à la femme. Merci bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir clôturé cette série de questions qui très probablement sera la dernière série de questions en revenant sur la masculinité positive. En tant que masculin positif, je veux vous nous partager un message très fort pour nous rappeler le rôle très important de la femme dans les sociétés. Et je tends la perche à nos deux panélistes, mais en revenant vers la première question de Bintou Karine, les congés de maternité, en les étalant de 3 à 6 mois, pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne nous empêche pas de jouer pleinement notre rôle politique? Mais aussi, je titille un peu nos panélistes et je titille aussi en même temps Bintou Karine. Est-ce qu'on peut retourner vers une société, vers le matriarcat, si les femmes prennent un peu moins de temps pour passer du temps avec leur bébé qui vient de naître? Donc, la question est à nos panélistes. 5 minutes à chacune d'entre vous, s'il vous plaît. Blandine, nous allons commencer par vous. Vous pouvez aussi en profiter pour faire vos recommandations si vous le souhaitez. Saisissez les questions sur lesquelles vous voulez revenir et surtout, il y a une question qui vous a été nommément adressée. Blandine, à vous. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Par rapport à la question de Bintou, les congés de maternité 3 à 6 mois en Côte d'Ivoire, est-ce que ça n'empêche pas la femme de jouer son rôle politique? Oui et non. Oui, parce que une femme qui a accouché n'est pas une femme malade. Je pense qu'après 3 mois, quand même, elle peut reprendre ses activités professionnelles, ses activités économiques, ses activités politiques, parce que lorsque l'État lui donne 6 mois, on ne peut pas la voir des activités politiques. On lui a demandé de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. C'est bien parce qu'elle aura le temps de bien s'occuper de son enfant, mais dans le même temps, elle a besoin quand même de sortir pour aller mener ses activités qu'elle a au quotidien. Ensuite, la question sur le nombre de femmes sur les listes de candidature. Si je prends par exemple les élections législatives, nous avons eu 228 femmes au total et 28 femmes élues. Donc, il y a ces statistiques qui sont disponibles au niveau des élections communales. Les statistiques ne sont pas encore très disponibles. Et puis, à ce niveau, il y a toujours les recours qui sont en cours. Une femme est déclarée élue aujourd'hui, demain, elle n'est plus élue. Donc, vraiment, on n'a pas les statistiques exactes encore à ce niveau-là. Pourquoi la femme a perdu sa valeur? Oui, c'est vrai, moi, je confirme ce que vous avez dit. Hein. Si vous connaissez le Bénin avec les femmes amazones, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui du tout. Les femmes amazones qui allaient au front, qui combattaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. La femme, c'est très difficile pour elle d'émerger, c'est très difficile pour elle d'être présente dans les instances de prise de décision. La prise de décision revient la plupart du temps aux hommes. Donc, vraiment, il y a, comme vous l'avez dit, il y a des valeurs que nous avons et nous devons forcément retourner à ces valeurs-là. En termes de recommandations, je voudrais dire qu'il faut renforcer le cadre légal et institutionnel. Les lois sur les quotas ou la parité sont très importantes et doivent être instituées dans tous les pays, moi je pense. Il faut promouvoir la participation politique des femmes en finançant les candidatures féminines, en réservant des sièges aux femmes. Il faut encourager la participation des femmes aux élections locales, surtout au niveau des élections locales et législatives. Il faut également favoriser l'autonomisation économique des femmes. Madame le professeur l'a dit, Madame Roukia l'a dit, pour faire de la politique, il faut les moyens. Donc, il faut vraiment renforcer l'autonomisation économique des femmes par des actions, par des microcrédits. C'est important de le faire. Il faut transformer les normes sociales
qui mettent la femme derrière les hommes, qui considèrent que les hommes ont tous les pouvoirs et que les femmes n'ont pas de droits. Il faut aussi lutter contre les violences basées sur le genre, améliorer la visibilité des femmes, je l'avais dit. Donc, Warwick, voilà ce que je peux dire pour finir. Merci. Merci beaucoup, Blandine. Merci pour ces mots. Professeur, nous allons vous donner la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer de rester sur les 5 minutes. D'abord, en répondant rapidement à la question de Bintou sur les congés de maternité, personnellement, je pense que c'est aux femmes d'écouter leur corps. Après, c'est une question de corporéité qui rentre en jeu. C'est à nous, femmes, d'écouter nos corps. C'est pas un législateur de venir dire 3 mois, 2 mois, etc. Ça vient après. Nos grands-mères avant appellent à coucher telle qu'elle allait au champ, etc. Parce qu'on était dans le contexte des champs, dans le contexte des travaux ménagers, etc. Aujourd'hui, on est dans d'autres contextes. Moi, femme, il faut qu'on arrive à ce que moi, femme, que je puisse décider si je dois au lendemain ou 7 jours ou 10 jours après mon accouchement rejoindre l'université, rejoindre le marché, etc., etc., ou pas. Donc, on nous donne aujourd'hui au Sénégal, je pense que c'est 6 semaines avant, 8 semaines après, on peut aller au-delà. Donc une demande 6 mois, entre autres. Moi, je pense que après, c'est vraiment à chaque femme de pouvoir écouter son corps et de décider de cette question-là. Et je pense encore une fois que c'est une question qui est ouverte et qu'on peut mettre sur la place. Et ce qui est valable en Côte d'Ivoire, l'est au Bénin, l'est au Sénégal, etc., etc. Maintenant, pour revenir à la question de la Moussa par rapport à la question concernant l'aspect financier pour les partis politiques et ce qui pourrait empêcher justement aux femmes d'être chefs de parti, c'est entre autres problèmes qui se posent ou obstacles qui se posent aux femmes. Et quand on revisite les travaux de Joan Hacker, par exemple, il revient sur différents obstacles et l'aspect financier arrive en 3e position. Donc, c'est vraiment une sorte d'organisation genrée, mais d'organisation genrée qui reflète les pratiques informelles, les cultures internes qu'on a dans nos sociétés. Et puis après, il parle d'une autre problématique, c'est-à-dire la logique de la cooptation et des réseaux. Donc, en termes de cooptation et de réseau, il y a une sorte de masculinité qui est là et qui s'impose et qui fait que les réseaux influents ou encore les alliances politiques aujourd'hui sont masculinisées d'office. Et c'est en 3e lieu, encore une fois, qu'on a cet aspect financier, donc des barrières économiques et matérielles, avec le coût de la politique, le coût aujourd'hui, quand on parle de communication politique, on sait ce que cela demande en termes de coûts. Diriger un parti politique nécessite des ressources financières, surtout dans nos territoires africains, où encore une fois, en lieu et partie de ce que disait tout à l'heure Madame Waré en parlant d'idéologie politique, aujourd'hui, on a réduit l'idéologie politique à une sorte de personnalisation politique. Quand on parle de parti politique aujourd'hui, ce n'est plus du temps où il était question du PIT, où c'était un parti indépendant, on savait que c'était un parti de gauche, entre autres. Aujourd'hui, dès qu'on parle de parti politique, on a tendance à y mettre une personne et c'est cette personne qui représente totalement ce parti politique-là jusqu'à ce que le pire arrive, c'est-à-dire la mort. Et puis après, on va se dire si le parti existe encore ou pas. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc l'idéologie même, on repose cette question de l'idéologie qui est aujourd'hui quasiment fermez. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Allez, allez-y, professeur. Désolée pour ça. Qui est aujourd'hui absente vraiment de toutes les réflexions aujourd'hui sur les partis politiques. On cherche l'idéologie partisane et l'idéologie... Blandine, excusez-moi, professeur. Blandine, votre micro est ouvert. Voilà, parfait. Allez-y, professeur. Désolée. C'est pas grave.
Donc aujourd'hui, vraiment, si on revient à ces barrières économiques-là, on sait que diriger un parti politique nécessite des ressources financières que les femmes n'ont pas toujours, vu ce qui se passe dans la société en termes de capacité financière, en termes de capacité de mobilisation aussi. On sait que pour mobiliser, il faut des finances. En termes de financement de campagne, il n'y a pas de financement public, comme l'a proposé tout à l'heure Blandine. Et les femmes ont moins accès aussi à tout ce qui est propriété, tout ce qui est terre, tout ce qui est crédit, tout ce qui est ressources. Et donc, ce sont des blocages, mais c'est pas le blocage, encore une fois, principal, ça vient en troisième lieu. Mais on se rend compte que tous les différents obstacles se rejoignent à un moment donné et c'est un cercle vicieux dans lequel sont les femmes aujourd'hui. Et en termes de conséquences, c'est vraiment inégalité d'accès aux ressources politiques, inégalité au soutien politique, etc., sans compter la question des violences. Aujourd'hui, quand une femme politique, qu'une femme est devant la scène politique, avant qu'on écoute ce qu'elle a à dire, on regarde ce qu'elle a porté, la perruque qu'elle a mise, si elle en a mis ou pas, la manière dont elle parle, si elle est jolie ou pas. Et c'est cette question, encore une fois, du corps qui rentre en jeu. Et sur Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très, très passionnant. Professeur, puisque vous avez la dernière parole, est-ce que je peux vous donner 30 secondes pour répondre à la question de Merveille? Comment intégrer les thématiques du genre, d'égalité hommes-femmes, d'autonomisation, de représentativité dans les programmes d'études scolaires pour les enfants? Et aussi, surtout, comment intégrer les femmes rurales? Je pense que la question des... Merci beaucoup, Madame Diaye. La question des femmes, je vais commencer par la question des femmes dans les zones rurales. Ça doit être réglé par les politiques, encore une fois. Raison pour laquelle aujourd'hui on ne parle pas de la femme, on parle des femmes. Il y a une différence même, un gap entre les femmes selon leur communauté d'origine, leur société d'origine, etc. Ce que Crenshaw appelle l'intersectionnalité. Et justement, ça doit être un défi pour les politiques et donc un défi de gouvernance et de politique publique. Si les politiques publiques cherchent aujourd'hui à atteindre les femmes dans les zones rurales de façon à ce qu'elles participent de façon considérable dans au plus haut lieu de décisionnel politique, on l'aura. Il est question aujourd'hui surtout d'une intégration et c'est encore une fois, c'est la tâche des politiques, femmes et hommes politiques en place et donc des gouvernants, des autorités. Merci beaucoup, professeur. Je vais juste prendre peut-être 20 secondes pour vous remercier. C'est fait un honneur, un privilège pour moi de modérer cette session. Merci, Blandine, heureuse de vous avoir retrouvé. Merci à tous les participants qui étaient là. Merci à ceux qui ont adressé des questions. Pour la question relative au congé de maternité, il faut revenir, à mon avis, vers l'argument de plaidoyer qui a été développé. Si aujourd'hui cette loi existe, c'est parce qu'il y a eu un argumentaire de plaidoyer qui a été porté par les femmes majoritairement et cet argument a convaincu le Parlement. Donc, je pense qu'il faut revenir vers cet argument-là. Aussi, comment est-ce que les femmes ont perdu leur place? Je pense que ça nécessite un retour vers la colonisation, quand tout a été repris et qu'il fallait revenir vers les langues. Les hommes et les garçons étaient les premiers à intégrer les établissements et c'est là où les femmes ont été en retard. Je pense qu'il faut revenir vers cet historique-là. Mais sur ce, merci Rukia, merci au Gorée Institut. Mes respects, mes admirations au directeur Doudou Dia, à qui je réitère toute mon admiration, ainsi qu'à toute l'équipe de Gorée Institut. Rukia, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Gorée pour votre modération. Je vais parler en anglais parce que mon français est fini. So thank you for directing the session. Thank you. We have the Gorée Institute. We thank you, the participants. We're sorry we couldn't take
all the questions, but we have noted the recommendations that have come out. And on behalf of the Institute, once again, I would like to really appreciate all the participants, the panelists, our moderator for a wonderful job for these discussions that have generated, have addressed the issue that we wanted to present today. And on this note, I would like to end this webinar. And once again, really, on behalf of my director, Mr. Doudou Dia, and my colleagues here at the Goethe Institute, thank you very much and have a lovely evening. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you so much, Rukia. Pleasure. Thank you. Thank you to everyone. Merci à tout le monde. Excellente journée. Au revoir. Voilà. Au revoir, Auré. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Oui. Thank you, Ore. Thank you so much. Of course.